Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce troisième atelier de la matinée dans le cadre du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous sommes heureux d'accueillir François Colombel de la CCIC en Normandie et Sandrine Savary de Calvados Innovation, de Initiative Calvados, toutes mes excuses, qui vont nous parler du financement des entreprises, vous expliquer un petit peu quelles sont les bonnes étapes par lesquelles passer pour développer votre projet, trouver, vous permettre de connaître les dispositifs qui peuvent vous accompagner et surtout vous expliquer comment leurs deux structures peuvent vous aider à passer ces différentes étapes. Sachez que l'atelier suivant sera consacré à la session transmission d'entreprise. Donc on a 3/4 d'heure devant nous pour connaître tous les secrets du financement. Vous avez un chat en ligne, les commentaires sous la vidéo YouTube Live par lesquels vous pouvez faire passer vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Pareil dans la salle, à interagir avec nos intervenants. Mais je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus sur le financement. Merci Mathias. On va se présenter un peu plus précisément. Sandrine, je te laisse te présenter. Merci François. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Savary, je suis chargée de mission au sein d'Initiative Calvados. Nous sommes une association à but non lucratif qui existe depuis 20 ans. Nous faisons partie d'un réseau national qui s'appelle Initiative France. Pour la petite histoire, donc on est présent dans la France entière et nous spécifiquement Initiative Calvados, on est présent sur le département du Calvados, comme notre nom l'indique. On a pour mission d'accompagner les porteurs de projets en création, reprise d'entreprise, mais également le développement. Donc on vous apporte du conseil et on a également des outils financiers qui vous permettront éventuellement de cofinancer votre projet. Merci Sandrine. Donc, en ce qui me concerne, François Colombel, je suis chargé de projet, stratégie et financement à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie. Et donc ma mission consiste à accompagner des entreprises aussi bien en reprise, en développement, en difficulté sur la problématique du financement qu'on va aborder aujourd'hui. Justement, donc le financement, comme le disait Mathias, c'est une étape, primordiale dans le processus de création, de reprise ou du développement d'une entreprise, parce que c'est ce qui permet de finaliser tout simplement un projet. Donc on va faire une intervention en deux temps, je dirais. Le premier temps porte sur la préparation du dossier, sur ce qu'on appelle notamment le business plan, qui est nécessaire pour tout projet, que ce soit de la création, de la reprise et même du développement d'entreprise. Et dans un deuxième temps, on abordera les financements, justement, la palette des financements, en commençant par l'apport personnel, qui est la base en fait du financement d'un projet. On verra le financement bancaire, les aides également, donc ce qu'on appelle les financements publics, et puis aussi d'autres financements alternatifs comme de la levée de fonds, du crowdfunding par exemple. Donc dans un premier temps, je vous disais, on va aborder donc le business plan, qui en fait est un document qui permet de préparer et de présenter son projet. Donc c'est un document de réflexion qui va permettre donc à un porteur de projet ou à un chef d'entreprise de valider en fait ce projet. C'est aussi, il faut aussi l'appréhender comme un outil de présentation auprès des différents partenaires et donc auprès des financeurs. Alors le business plan, on va voir là quels sont les éléments qui constituent ce business plan, et puis on va voir aussi quels sont les fondamentaux justement du business plan. Ce document, avant tout, il doit être rédigé par le porteur de projet, ce qui n'empêche pas d'être accompagné par des organismes comme la Chambre de commerce ou par Initiative Calvados par exemple. Il va permettre de passer une étape essentielle, c'est-à-dire que ça va permettre d'aller de l'idée vers le projet. Quand on rencontre surtout des porteurs de projets, le projet en fait il commence par une idée qui va mûrir, qui va être assez vague, où tous les éléments ne sont pas encore définis. Et le fait de mettre noir sur blanc sur le papier, ça va permettre justement aux porteurs de projet de passer cette étape supérieure et d'aller justement sur un projet beaucoup plus concret. Il faut savoir que le business plan, c'est un document aussi qui est mouvant, qui est évolutif. Il y a plusieurs versions.
on commence par un draft, un brouillon, et puis on va faire évoluer ce document au fil de l'eau, au fil de l'évolution de votre projet. Et puis, éléments primordiaux, Sandrine, je te laisse donner quelques éléments aussi essentiels dans la présentation de ce business plan. Tout à fait, merci François. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça peut paraître évident, il faut que votre business plan soit clair, explicite et synthétique. Il ne faut pas qu'il fasse 150 pages, il faut qu'il fasse quelques pages qui résument parfaitement votre projet. Et il faut qu'une personne qui vous découvre complètement le projet, à la lecture du document, comprenne les tenants et aboutissants de votre projet. Un autre point qui me semble important, c'est qu'il faut que vous maîtrisiez ce document. Donc si vous donnez un joli document de 5 ou 10 pages, mais que vous ne maîtrisez pas les éléments qui sont à l'intérieur, c'est quand même plutôt embêtant. Donc les financeurs vont vous poser des questions sur ce document. Donc il faut en maîtriser tous les aspects. De la même façon, on va tout à l'heure parler du prévisionnel, il faut absolument maîtriser les documents que vous montrez à vos financeurs. Donc ne pas hésiter aussi à se faire relire par votre accompagnateur, mais également par des amis, des proches qui ne connaissent pas votre projet, qui pourront vous dire oui, tu es clair, ou non, tu n'es pas clair. Alors dans ce document, voilà les points essentiels, enfin les éléments constitutifs. Alors, vous avez le résumé du projet, mais je vais en parler à la fin en fait. Donc vous avez d'abord une présentation des créateurs, des repreneurs, une description du projet avec les moyens matériels, les moyens humains, les ressources humaines, le périmètre juridique qu'il faut définir et ce qu'on va aborder donc plus précisément, le dossier prévisionnel. On peut parler là de prévisionnel d'activité, aussi bien compte de résultat prévisionnel que plan de financement, parce qu'un business plan, c'est d'une part un dossier rédigé, où on présente le projet, et puis un dossier aussi avec des chiffres, et puis toutes sortes d'annexes, de contrats, de compromis de vente par exemple dans la reprise, qui vont venir compléter le document. Alors il faut savoir que ce business plan, il doit être sa qualité principale, c'est comme le précisait Sandrine, il faut qu'on puisse le comprendre facilement, et puis faut qu'il soit vraiment synthétique. Alors donc, aussi j'évoquais le résumé du projet ou note de synthèse. Ça c'est vraiment l'accroche du dossier. Ça va être le résumé qui va permettre donc à un financeur de s'intéresser en fait à votre projet. Donc cette note de synthèse, elle est vraiment déterminante dans la présentation du document. Et je disais, c'est pas la quantité qui compte. Si vous faites un business plan de 150 pages, il y aura peu de chances finalement d'être lu dans son intégrité. Donc il s'agit d'aller à l'essentiel, d'être précis cependant, mais synthétique. Alors dans ce business plan, donc je vous ai expliqué qu'il y avait des éléments donc rédactionnels et puis des éléments plus chiffrés, notamment avec le prévisionnel. Alors voilà, donc traduction chiffrée de la partie descriptive, c'est en lien directement avec le côté rédactionnel du document. Et le prévisionnel d'activité va permettre de mesurer la faisabilité financière du projet. Donc dans ce prévisionnel, on va retrouver, alors là c'est une présentation très schématique qui est faite. On va avoir le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un document qui est similaire au document comptable, si vous avez quelques notions en comptabilité. Il va permettre, en fait, dans ce prévisionnel, vous allez faire des projections sur l'avenir, des projections sur le chiffre d'affaires que l'entreprise pourrait réaliser. Ça reste des hypothèses, mais des hypothèses qui doivent être concrètes et réalistes. Et vous allez aussi évaluer l'ensemble des charges, qui va permettre de voir si, finalement, le projet permet d'être rentable. Il faut le faire sur une certaine durée, donc un prévisionnel classique se fait sur une durée de 3 ans. On peut aller au-delà de ces 3 ans, cependant, c'est déjà compliqué de faire des prévisions. À 1 an, c'est déjà compliqué, donc 3 ans semble être une bonne base. Donc dans ces 3 ans, on va pouvoir aussi envisager des scénarios d'évolution en termes d'embauche, de développement de chiffre d'affaires. Sandrine, tu veux rajouter quelque chose sur le document? Non, je pense que tu as tout dit. Le compte de résultat, effectivement, ça peut sembler fastidieux de le faire sur 3 ans, mais il faut avoir en tête que ce sera votre future feuille de route, ce sont vos objectifs pour les futures années, et le prévisionnel, c'est une étape importante
au moment du montage de votre projet, mais il ne faut pas hésiter à nouveau refaire des hypothèses tous les ans, tous les 2 ans, pour que vous puissiez avoir une nouvelle feuille de route pour les prochaines années à venir. Voilà, alors le compte du résultat prévisionnel, on va établir des hypothèses qui doivent être ni trop pessimistes, ni trop optimistes, hein. Il s'agit d'être prudent, pas pessimiste, parce qu'après, ce document va vous permettre aussi de convaincre les financeurs. Donc si vous êtes trop pessimiste, ça veut dire que le projet n'est pas viable financièrement parlant. Et puis il faut être cohérent, donc il ne faut pas aller aussi sur des chiffres trop élevés. Alors le chiffre d'affaires doit respecter les tarifs et les normes de la profession concernée, donc il faut aussi être cohérent par rapport à un prix de marché. Et puis il doit tenir compte aussi de la capacité de production, du temps productif et des différentes contraintes réglementaires qu'on peut rencontrer dans un métier. Alors voilà, là c'est un exemple de prévisionnel, de compte de résultat prévisionnel simplifié avec quelques lignes essentielles comme le chiffre d'affaires en haut. Vous avez après, donc c'est une présentation très simple, hein, un prévisionnel c'est le chiffre d'affaires. Après, vous avez les achats, achats de matières premières, achats de marchandises. Après, on va retrouver ce qu'on appelle les charges externes, qui sont les charges de fonctionnement en fait d'une entreprise, comme le carburant, l'énergie, les fournitures administratives, la masse salariale. Et pour finir, on arrive à ce qu'on appelle le résultat net, c'est-à-dire l'argent qui reste dans l'entreprise. Le plan de financement, Sandrine ? Alors, le deuxième tableau qui est peut-être assez connu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le plan de financement. Donc en fait, vous avez deux parties dans le plan de financement. Vous avez la partie donc, emploi, ou la partie investissement, et la partie ressources. Donc ce tableau va vous permettre de récapituler, hein, c'est indiqué donc, sur la slide précédente, donc de récapituler la totalité des investissements dont vous aurez besoin pour démarrer le projet. Donc ça peut être par exemple je rachète un fonds de commerce ou j'achète du matériel informatique ou du matériel technique, je dois faire des travaux dans mon local, enfin voilà, je crois que donc François va donner quelques exemples ensuite après sur les investissements possibles. Donc il va permettre de récapituler la totalité des investissements et de déterminer les ressources que vous pouvez utiliser pour financer le projet. Et donc c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le détail tout à l'heure sur les différentes possibilités de ressources. Donc c'est un joli petit tableau qui du coup donc, a une première colonne, on va dire plan de financement initial, plan de financement de départ, comment je finance mon projet au début. Et ensuite vous avez donc l'année 1, l'année 2 et l'année 3, donc ici N+1 et N+2, qui permettront de déterminer si ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, la CAF de votre future entreprise, pourra rembourser les emprunts sur les années à venir. Donc c'est un document très très important que vous n'allez pas faire tout seul. Voilà, il faut se faire accompagner par un expert comptable. L'accompagnateur de la Chambre de commerce, du réseau Initiative ou éventuellement d'autres accompagnateurs pourront aussi vous aider pour l'établir. C'est un document très important. Alors en effet, il y a deux pans hein, dans le plan de financement. D'un côté, ce qu'on appelle les investissements. Et de l'autre côté, les financements qui vont permettre justement de réaliser ces investissements. Alors en termes d'investissement, donc on va parler d'investissement incorporel, tout ce qui n'est pas en fait physique, des brevets, des licences, les investissements corporels, donc des machines, un véhicule, les investissements financiers, donc là on n'est plus sur les dépôts de garantie par exemple, et ainsi aussi le BFR qui est le besoin en fonds de roulement, qui est une notion déterminante dans le financement d'un projet, mais qui est souvent sous-estimée, parce que c'est une notion qui est méconnue. Le besoin en fonds de roulement, en fait, on peut le traduire comme la trésorerie nécessaire pour assurer l'exploitation de votre activité. On va le détailler après de toute façon. Alors l'évaluation, elle doit être quand même précise, hein, il ne s'agit pas de faire, surtout quand on est dans la réalisation, dans la constitution du business plan, il faut faire quand même des évaluations des investissements assez précises, donc il faut être en mesure de céder de devis par exemple, enfin, de faire une évaluation à travers les devis ou des factures pro forma, pour avoir quand même un document suffisamment précis qui vous permettra justement de solliciter les financements en adéquation. Alors le BFR, un petit focus sur le BFR qui est une notion méconnue. Hein. Alors le BFR c'est quoi ? Tout simplement c'est une somme d'argent qui permet de faire face au décalage de trésorerie entre les dépenses et les recettes. Donc c'est une notion de trésorerie. C'est-à-dire que lorsque vous avez une activité, on verra un schéma sur la diapo suivante,
vous pouvez commencer votre activité, avoir des dépenses que vous devez payer à l'instant T, alors que donc, vous avez un cycle d'exploitation, donc la réalisation de la prestation, qui va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, et le client, vous allez émettre la facture, et puis le client va payer cette facture peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Mais pendant ce laps de temps, entre le début de la prestation et son règlement, vous avez eu des dépenses, parce que vous avez peut-être dû acheter des marchandises, acheter de la matière première, que vous avez dû payer comptant, faire le plein d'essence, etc. Et donc, le BFR va permettre de faire face à ce décalage de trésorerie entre les entrées et les sorties. Donc il faut le considérer vraiment comme un investissement à part entière, au même titre que les investissements corporels qui vont vous permettre de produire. Alors, bon, on a une définition comptable du BFR, hein, c'est les notions qui sont à prendre en compte pour le déterminer. Le stock, le crédit client et le crédit fournisseur. Donc plus votre stock est important, plus votre crédit client est long et important, et plus votre BFR sera élevé. Voilà le schéma qui résume mes paroles, où on peut voir que par rapport à une création d'entreprise, donc création d'entreprise à J, donc à J+30, il y a un début d'activité, le début d'une réalisation d'une prestation, que ce soit de la prestation de service, de la production, un chantier, peu importe, donc qui va nécessiter des achats, des règlements, des achats et un règlement de marchandises, donc à J+30. Après, il y a le cycle de production de J+30 à J+45, c'est-à-dire la réalisation de la prestation, donc sous 15 jours. Le chantier se termine, ou la prestation se termine à J+45, et cependant, donc à partir de ce moment-là, on émet, le chef d'entreprise émet la facture, mais notamment lorsqu'on a des clients professionnels, le règlement des prestations ou des factures ne se fait pas nécessairement au comptant, et souvent avec des différés. Et là, par exemple, on se retrouve avec un différé de 15 jours uniquement, avec un règlement client à J+60. Donc on a une rupture, ce qu'on appelle une rupture de trésorerie de 30 jours, c'est-à-dire qu'entre J+30 et J+60, 30 jours, eh bien, il n'y a pas de rentrée d'argent. Mais par contre, il y a des sorties. Et donc le besoin en fonds de roulement va permettre de subvenir à ces sorties d'argent. Alors, on a vu rapidement les investissements. Donc le premier pan du plan de financement. Le deuxième pan, ce sont les ressources. Et dans les ressources, donc là, on va évoquer donc à la fois l'apport personnel, qui est une notion essentielle, déterminante. On verra par la suite les financements bancaires et les aides publiques. Donc l'apport personnel, je dirais presque, s'il n'y a pas d'apport, il n'y a presque pas de projet. Alors c'est un peu exagéré parce que parce que là on évoque le financement, mais il existe des projets sur lesquels il y a très peu de financement, hein. Des activités de conseil, on a juste besoin d'un ordinateur, on travaille de chez soi et on peut créer une activité. Mais cependant, pour les activités qui nécessitent un financement, il est nécessaire d'avoir une base à travers l'apport personnel. Et là, l'usage, c'est pas une règle, l'usage, notamment au niveau bancaire, veut que l'apport soit de 20 à 30% en création ou reprise d'entreprise. Je ne parle pas du développement où c'est différent, mais sur une création, une reprise, on va vous demander souvent 20 à 30% d'apport. Mais ça peut être moins dans certains cas. Il faut pas le prendre comme une règle qui est bloquante. C'est un usage, c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de dossiers. La question que vous vous posez peut-être, c'est où est-ce que je vais trouver cet apport personnel ? Il n'y a pas de... On n'invente rien, c'est votre épargne. C'est votre épargne, vous avez su mettre des fonds de côté depuis quelques années. Vous avez aujourd'hui de l'épargne disponible. C'est cette épargne qui va vous servir prioritairement pour votre apport personnel dans votre projet. C'est évident, mais c'est mieux en le disant. Après, vous avez potentiellement vous allez quitter votre emploi, vous allez peut-être avoir une prime de licenciement, donc peut-être que cette somme pourra être consacrée au projet. Vous avez une aide aussi de la part de Pôle emploi, si vous êtes éventuellement bénéficiaire des allocations retour à l'emploi. Il y a ce qu'on appelle le capital Pôle emploi, donc ça on pourra y revenir, ce sont des points importants. C'est peut-être pas la meilleure solution que de prendre ce capital, il existe une solution qui s'appelle le maintien des allocations, qui peut être assez pertinente en fonction de votre cas. Donc, ce capital Pôle emploi, il faut le calculer avec les services de Pôle emploi. Donc, ça peut être en tout cas une possibilité. Et vous avez ce qu'on appelle, et c'est joliment dit, la love money. C'est l'apport de vos proches, donc des dons
préférablement des dons en fait, de vos proches. Donc c'est une épargne affective. Si ce sont des prêts familiaux, des prêts amicaux, c'est plus compliqué puisqu'il faut les rembourser. Donc il faut déterminer les modalités de remboursement de ces prêts. Donc ça, ce sont des hypothèses de provenance de votre apport, mais clairement, généralement, ce sera votre épargne. Et la particularité, c'est qu'on va aussi également vous demander de garder aussi un petit peu d'épargne de côté pour la sécurité de votre foyer, pour la sécurité de votre projet, de votre entreprise. Donc il ne faut pas, comme on dit, c'est l'expression, mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc mettez-en une partie, mais n'en mettez pas trop non plus. C'est facile à dire, moins facile à faire. Alors, au niveau de l'apport personnel, on peut distinguer différentes catégories. On va parler notamment lorsqu'on crée une société, d'apport en capital. Si vous créez une SARL, une EURL, une SAS, où vous avez un capital à constituer. Le capital, c'est de l'argent qui est bloqué définitivement dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas servir, au contraire. Elle va être utilisée justement pour financer le projet. Mais à partir que vous avez mis cet argent dans l'entreprise, vous ne pouvez plus la récupérer. Donc on parle aussi, vous connaissez certainement, vous avez entendu parler du capital à 1 euro. Bon, il faut savoir qu'on peut créer une société avec un capital de 1 euro dans certains cas, mais on ne finance pas un projet avec 1 seul euro. On va distinguer ce qu'on appelle l'apport en compte courant d'associé. Alors là, c'est un associé, donc là c'est uniquement pour les structures type SARL, EURL et SAS, ça ne concerne pas l'entreprise individuelle. L'associé, le créateur, le repreneur, va prêter en fait de l'argent à sa société, qui est une entité juridique à part entière, une personne morale. Il va prêter cet argent sous forme de compte courant d'associé, et alors après, donc comme c'est un prêt, il pourra récupérer cet argent. Donc soit il définit un plan de remboursement, soit il dit voilà, je prête cet argent et je la récupérerai quand ce sera possible. Il n'y a pas forcément de règles bien précises par rapport à ça. Alors, les comptes courants d'associés sont considérés comme des quasi-fonds propres par la banque. La banque va considérer que c'est un véritable apport, le compte courant d'associé, d'autant plus que la banque peut exiger que ces comptes courants soient bloqués, notamment en corrélation avec la durée de l'emprunt. Alors, le rôle de la banque, là on a vu l'apport personnel. Je vous disais la base du plan de financement, et l'acteur incontournable sur le financement d'un projet, c'est les banques. Même si les modalités de financement dans le monde économique d'aujourd'hui évoluent, et évoluent rapidement, la banque reste quand même un des piliers, le pilier même du financement de l'entreprise. La banque, elle va financer en priorité des investissements corporels, c'est-à-dire des investissements identifiables. Elle ne voudra pas trop se positionner, elle le fait cependant, mais si elle peut éviter de financer du BFR, elle le fera, parce qu'elle considère que la trésorerie, c'est quelque chose qui n'est pas identifié, qui est difficilement identifiable, et que c'est plutôt à travers l'apport personnel, ou même les aides, que le BFR sera financé. Je me permets d'intervenir. Donc, effectivement, votre apport personnel prend ici toute son importance. Donc, le besoin en fonds de roulement, en fonction de votre activité, pourra être relativement important. Donc, sur des activités relativement classiques, peut-être que 3 ou 4 000 euros peuvent suffire. Sur des plus grosses activités ou des activités qui ont des besoins, des délais de paiement importants, donc ça peut se compter parfois en dizaines de milliers d'euros, donc ce BFR. Donc, votre apport personnel prend toute son importance, et c'est là où les aides, effectivement, vont intervenir. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Surtout, on va en parler juste après. Alors, au niveau bancaire, alors il n'y a pas que le prêt bancaire, il y a aussi le crédit bail. Donc on commence par le plus classique là aussi, le prêt bancaire, donc à moyen ou long terme, en fonction du montant et de la nature des investissements. Donc on peut financer, par exemple, du matériel, ça va plutôt être sur 5 ans, 7 ans, ça va être souvent les reprises, fonds de commerce, reprises de parts sociales. Et 15 ans ou 20 ans, on va plutôt être sur de l'immobilier, et même plutôt 15 ans, je dirais. Immobilier d'entreprise, c'est plutôt une durée de 15 ans que de 20 ans. Le crédit bail, c'est une alternative au prêt bancaire. En fait, le crédit bail, c'est un contrat de location. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va louer du matériel, donc en contrepartie, il va payer un loyer mensuel. Et à la fin de ce contrat de location, il aura la possibilité, à un prix, on va dire à un prix préférentiel, de devenir propriétaire du bien qu'il a loué. Donc le crédit bail, c'est quelque chose qui est très courant sur du matériel. Et puis en fait, vraiment en termes de coûts, en termes de taux et de coût global, on peut vraiment l'assimiler à du prêt bancaire.
Alors pour le financement du BFR, donc là aussi il y a une logique bancaire. Hein. Je vous disais que les banques ne souhaitent pas se positionner en priorité sur du BFR avec du prêt. Par contre, il existe des outils qui sont adaptés au financement de cette trésorerie. Donc quelques outils que je cite, hein, sans rentrer dans des considérations trop techniques. Hein. On a l'escompte. En fait, l'escompte, c'est une avance sur ce qu'on appelle des lettres de change ou des billets à ordre. Vous avez la DAI, donc c'est une avance sur facture. La facturage, donc qui permet d'assurer la gestion du poste client, et pas uniquement d'avoir des avances sur paiement, mais également d'avoir un service de recouvrement en cas d'impayé. Le découvert bancaire, bon, bah ça c'est un outil classique, mais qui doit rester limité, qui ne doit pas être structurel, qui doit être vraiment vu comme quelque chose de ponctuel. Et puis enfin, ce que j'appelle le court terme, c'est des prêts très court terme. Donc prêts court terme, c'est moins de 12 mois. C'est notamment utilisé pour des activités à forte saisonnalité où le chef d'entreprise a besoin d'un stock, par exemple, pour assurer la saison estivale. Il va acheter son stock au mois de juin. Donc il a besoin de financement parce que le stock est conséquent. Et il va assurer son activité sur juillet-août, et le remboursement de ce prêt court terme pourra se faire après justement la saison juillet-août par exemple. Donc là, c'est vraiment des outils adaptés au financement du court terme. Alors je ne sais pas si j'étais bien clair, notamment sur l'escompte, le DAI ou la facturage. Le principe, si on englobe les trois, c'est de dire voilà, vous avez une facture, le chef d'entreprise a une facture. Sauf qu'il doit attendre, il y a un délai de règlement par exemple de 45 jours, donc le client a imposé un délai de règlement de 45 jours sur la facture de l'entreprise. Sauf que si on veut réduire ce délai, on peut la présenter à l'escompte, au DAI, à la facturage, c'est-à-dire que c'est la banque qui va faire le relais. Vous avez une facture de 1 000 euros, elle va vous verser les 1 000 euros, mais elle va vous prendre des frais, hein, comme des taux d'intérêt. Donc ça a un coût. Enfin, donc on peut pas parler des banques sans parler des garanties bancaires. Enfin, on peut pas parler de financement bancaire sans les garanties. Les garanties, ça va permettre ça va être la garantie du risque en fait pour la banque. C'est-à-dire qu'une banque, quand elle prête, elle va chercher en quelque sorte à minimiser son risque, et notamment, donc, elle va le minimiser à travers l'étude du dossier, hein, bien entendu, à travers l'étude du projet. Mais par contre, ensuite, elle va chercher à réduire encore ce risque à travers des garanties. C'est-à-dire que les garanties, vous avez notamment donc des organismes qu'on appelle les organismes de caution, hein, comme la CAJ, France Active ou BPI France, qui sont bien connus, qui vont se porter garant en cas de non-remboursement du prêt bancaire. Donc ça va couvrir une partie de la dette, mais pas la totalité. Hein. Ça peut couvrir jusqu'à 70% du financement bancaire. Et du fait que ça couvre le risque d'impayé, ça va avoir un rôle aussi d'effet levier pour le porteur de projet. Donc c'est un intérêt à la fois pour la banque, mais aussi pour le porteur de projet. Donc forcément c'est un coût. Alors le coût est très variable selon la nature et l'organisme garant, qui peut varier de 0,5 à 4%. Quelques autres garanties bancaires, ce qu'on appelle les garanties réelles, nantissement, hypothèque, gage. Nantissement, c'est sur un fonds de commerce, sur des parts sociales, l'hypothèque sur des biens immobiliers et les gages sur des biens mobiliers. Là aussi, si on englobe les trois pour simplifier la définition, c'est-à-dire que l'entreprise devient, si le nantissement, l'hypothèque ou le gage est levé, l'entreprise devient propriétaire du bien, du fonds ou des parts sociales en cas d'impayé, en cas d'impossibilité de l'emprunteur de rembourser sa dette. Enfin, une notion aussi très commune sur le financement bancaire, c'est la caution personnelle.
la caution personnelle, c'est-à-dire que là, le chef d'entreprise va se porter garant, caution en fait, à titre personnel du remboursement de la dette contractée par son entreprise. Donc ça a une valeur très forte, ça a une valeur financière forte, mais c'est aussi une valeur morale forte. C'est-à-dire que quand un porteur de projet se porte caution, ça veut dire qu'il croit en son projet et qu'il n'a pas peur de se porter caution. Et ça, c'est apprécié par les banques. Après, il faut que cette caution personnelle soit aussi proportionnelle au patrimoine du cautionneur. C'est-à-dire que un banquier, si vous n'avez pas de patrimoine, si vous avez peu de ressources, le banquier peut très bien vous demander 100% de caution personnelle, ça n'aura pas de valeur. Ça pourra être retoqué au niveau des tribunaux. Donc ça c'est important, mais les banques ils en ont bien conscience de cette proportionnalité de la caution. Ils l'intègrent parfaitement dans l'étude de leur dossier. Le dossier bancaire complet pour que votre projet soit étudié, c'est à la fois évidemment le business plan qu'on a présenté. Dans le cas d'une reprise, le compromis, les bilans du cédant, parce que l'approche là sur une reprise d'entreprise est différente de la création d'entreprise. Et puis un petit peu de pièces administratives, pièces d'identité, justificatif de domicile, etc. Bulletin de salaire, projet de statut, devis. Alors là, on peut voir qu'il y a des éléments d'ordre personnel, tels que les relevés de compte, les bulletins de salaire. Mais en fait, quand vous avez un projet, tout est lié. C'est-à-dire que votre vie personnelle, votre situation personnelle est liée à la situation professionnelle. Et c'est pour ça qu'ils vont, en fait, le banquier, quand il étudie un dossier, il va faire une enquête, il va regarder votre situation personnelle. Et si votre situation personnelle est saine, il sera d'autant plus enclin à vous prêter de l'argent. Le dossier bancaire, toujours, que faut-il faire pour comment obtenir un prêt bancaire ? Il faut faire jouer la concurrence, bien entendu. Donc il faut aller prospecter plusieurs organismes bancaires qui permet d'avoir des éléments de comparaison. Vous pouvez aller voir, le réflexe est souvent d'aller voir son propre banquier. Pourquoi pas, si vous connaissez bien, si ça se passe bien avec lui, au contraire. Mais par contre, il faut aller en voir plusieurs parce que lorsque vous allez voir les banques, c'est une démarche. Ça prend du temps, il faut prendre un rendez-vous, il faut aller le voir, il y a un temps de traitement du dossier. Si vous avez consulté qu'une seule banque et que vous avez un refus, il faut recommencer la démarche. Donc il est important d'aller voir plusieurs banques en parallèle, en même temps, pour gagner du temps et pour ensuite, si vous avez plusieurs accords, avoir des éléments de comparaison et faire jouer la concurrence. Il est important de ne rien cacher, il faut être complètement transparent avec l'organisme bancaire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça peut s'expliquer aussi, donc il ne faut pas avoir de crainte. Un dossier bancaire, ça joue aussi beaucoup sur l'humain, donc il ne faut pas avoir peur de son banquier, je dirais. Et puis dans la négociation, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le taux d'intérêt. On n'est pas sur du crédit perso immobilier, on est sur du crédit professionnel. L'important, c'est l'obtention de son financement pour la réalisation du projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques sont compétitives en termes de taux d'intérêt. Après, il y a le taux d'assurance aussi, mais je veux dire, pour moi, c'est pas le critère principal. Il faut regarder le dossier dans son ensemble, notamment les garanties qui vous sont demandées, notamment en termes de garantie personnelle. Ça, c'est un engagement fort. Donc, moi, je préfère voir un dossier avec une garantie personnelle plus faible et un taux d'intérêt plus élevé que l'inverse, à la limite. Et puis voilà, je dis étudier les conditions de garantie qui sont un élément déterminant dans le choix, mais qui est souvent méconnu justement par les porteurs de projets. Sandrine, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce point ? Mais effectivement, j'y pensais. Moi, souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le banquier est votre futur meilleur ami, votre futur allié, au même titre que votre assureur, que votre expert comptable, votre éventuel avocat. Donc ce sont des gens vers qui vous allez vous retourner en cas de difficulté. Demain, un boulanger, son four malheureusement vient à mourir, il a un petit billet à réinvestir, il n'est pas en capacité de le faire tout seul, donc il va retourner voir son banquier. Donc il faut lui faire confiance, et quand vous allez choisir votre banque, c'est vraiment au feeling aussi. Merci Sandrine. Les attentes du banquier, il va avoir une approche à la fois objective et subjective.
Donc objectif, c'est sur les ratios, la faisabilité financière du projet, hein, notamment par rapport au prévisionnel que vous allez lui présenter. Et puis une approche subjective. Un banquier, c'est un homme, c'est une femme. Ils vont avoir aussi, ils vont appréhender la personne que vous êtes, ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet, l'adéquation femme-projet. Et ils vont mesurer votre motivation, votre crédibilité, votre cohérence finalement par rapport à l'activité que vous envisagez. Il faut savoir aussi que toutes les banques n'ont pas forcément la même approche sur le dossier. Il y en a qui sont beaucoup plus axés sur ce qu'on appelle le scoring. Donc en fait, ils mettent des ratios, ils moulinent les chiffres et ils sortent une décision. Et d'autres qui sont quand même plus axés sur le côté humain. Moi, enfin Sandrine aussi, et on peut voir parfois des dossiers qui sur le papier qui sont pas forcément convaincants, et on rencontre la personne et on est convaincu. Et inversement, on peut avoir des super dossiers papier et des personnes qui ne sont pas convaincantes. Il y avait une question ? Non, pas de question ? Oui, on peut faire appel à un courtier pour le prêt bancaire. Alors, le métier de courtier s'est développé, donc on connaît tous le métier de courtier pour les crédits immobiliers à travers des enseignes bien connues. Le métier de courtier s'est développé au niveau des pros ces dernières années. Alors moi, je parlerai plutôt d'accompagnement, parce que ce que je vous disais, le but c'est pas de négocier, pour moi, c'est pas de négocier un taux. C'est pas ça l'enjeu, c'est pas de négocier une assurance. C'est d'amener un projet à sa réalisation. Et c'est ce qu'on fait, Sandrine aussi, ce qu'on fait à la Chambre de commerce, ou Initiative Calvados, c'est d'accompagner en fait des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise dans la réalisation du projet à travers l'obtention du financement. Et alors, c'est une possibilité, mais bon, pour moi, le rôle, enfin la pertinence de l'accompagnement, il porte plutôt sur le conseil, sur la construction du projet, et c'est ça qui va aider à l'obtention des financements. Je suis assez d'accord, si je peux me permettre de rajouter aussi quelque chose. Le courtier va peut-être aussi vous permettre de bien comprendre les offres qui vous seront transmises, de vulgariser des termes qui pour vous, enfin ça vous parle peut-être pas trop, c'est un peu chinois. Donc le courtier peut effectivement vous aider à ça. Maintenant, quand le courtier fait lui la démarche de contacter les banques, on perd un peu ce côté humain. Le côté humain, quand vous allez voir votre banquier, vous lui présentez votre projet. Alors c'est une démarche qui se fait après, donc quand le courtier a obtenu déjà des offres, vous allez voir le banquier en question, mais voilà, vous perdez ce côté un peu humain. Donc c'est dommage, mais le courtier peut avoir son importance sur certains projets quand même. Donc, Alors on poursuit sur la levée de fonds. La levée de fonds, c'est plus pour des projets dits innovants, pas forcément innovation technologique, innovation au sens large du terme, donc activités qui sortent un peu du lot. Qui vont permettre en fait de faire rentrer des associés au capital de la structure. Donc là, c'est pas du prêt, c'est de l'apport, ce qu'on appelle de l'apport en fonds propres. Alors cela permet de financer notamment la recherche et développement, le démarrage ou la croissance d'une entreprise. Alors faut savoir sur la levée de fonds que c'est pas uniquement un apport en cash, en financement. C'est aussi lorsqu'il y a des investisseurs. Ça permet aussi d'avoir des hommes derrière, donc des compétences notamment, qui vont permettre de faire évoluer le projet. On parle de levée de fonds, on peut parler aussi de crowdfunding, qui n'est pas forcément la levée de fonds, c'est plus c'est plus un outil de communication qui permet auprès du grand public de se faire connaître, de tester son produit et de récupérer aussi un peu d'argent. Les aides, Sandrine, je te laisse évoquer le sujet. Alors, quand vous regardez les aides qui sont aujourd'hui donc sur le marché de la création d'entreprise, vous vous dites oh là là, il y en a beaucoup, il y en a toute une palanquée, comment je m'y retrouve ? Déjà, c'est en se faisant accompagner. La plupart des aides auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre, vous devez donc monter un dossier avec un accompagnateur, chambre de commerce, initiative ou d'autres, qu'on a cités pour certains, pas tous. Donc le rôle des aides est important dans certains cas, car ça peut faciliter l'accès au crédit bancaire. Tout le monde n'en a pas besoin. On va prioriser ceux qui ont des besoins, un manque d'apport, une nécessité de faire un effet levier ou des activités à fort besoin de trésorerie. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire un effet levier. Donc ces aides n'ont pas pour vocation à se substituer au financement, je dirais, classique bancaire. Donc la banque, elle finance les investissements matériels, le fonds de commerce, etc. Et l'aide va financer plutôt le BFR, la trésorerie, du stock, des choses comme ça. Ce sont des compléments uniquement et ça n'a pas pour vocation à financer tout le projet. Ça perdrait de son intérêt.
Toujours bien vérifier les critères d'éligibilité des dispositifs. Vous êtes peut-être éligible à certaines aides, mais pas à d'autres. C'est pour ça que vous en avez une palanquée, mais en fait, finalement, il n'y en a que certaines pour vous, uniquement. Donc bien vérifier les critères d'éligibilité et pour certains dispositifs, ne pas prendre un accord pour acquis. Cette aide n'est pas forcément acquise et surtout, les délais peuvent être très longs. Les délais de décaissement ou d'obtention de ces aides peuvent être très très longs. Donc ça me permet de rebondir donc, sur Initiative Calvados. On va faire assez court parce que je crois qu'on n'est pas très en avance. Alors donc notre association, je l'ai présentée rapidement tout à l'heure. Donc on est une association donc loi 1901 créée en 2000. Donc on a pour vocation à accompagner les porteurs de projets, notamment dans le cas du guichet unique, le dispositif Ici je monte ma boîte. On en fait partie au même titre que la chambre de commerce, la chambre de métier et bien d'autres. Donc on accompagne les porteurs de projets, on vous apporte du conseil, on essaie de faire en sorte que votre projet se monte dans les meilleures conditions possibles et on a des outils financiers, donc sous forme de prêt d'honneur. Donc le prêt d'honneur, c'est quoi? C'est du prêt à taux zéro, qui peut aller, en tout cas chez nous, de 2 000 € jusqu'à 30 000 €, quelques cas particuliers jusqu'à 50, mais c'est pas forcément la majorité. Donc prêt d'honneur qui permet de financer la création, la reprise, ou ce qu'on appellera le primo-développement, donc c'est le développement des entreprises qui ont moins de 3 ans. Donc ce prêt, il faut le savoir, est un prêt personnel. C'est un prêt qui est octroyé au chef d'entreprise pour compléter son apport personnel, faire effet levier éventuellement par rapport aux établissements bancaires et compléter la trésorerie de sécurité. Mais c'est vous le bénéficiaire puisqu'on intervient entre guillemets sous forme d'apport personnel. Donc ça veut dire que c'est le foyer, c'est votre famille qui va avoir un impact en termes de taux d'endettement. Donc ces fonds, vous les reversez ensuite à votre entreprise, donc c'est l'entreprise qui en bénéficiera et les utilisera, mais c'est vous qui empruntez. On a quelques critères spécifiques pour l'octroi de ce prêt d'honneur. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En fait, on a une palanquée d'aides et de prêts d'honneur différents. Vous avez un besoin, vous nous appelez et on voit à quoi vous êtes éligible et on vous présente spécifiquement l'aide à laquelle on pense pour votre projet. Donc en fait, ce qui est important aussi de préciser, c'est que ce n'est pas par exemple moi qui vais donc valider votre demande. Moi, je vais présenter un dossier en comité composé de chefs d'entreprise, banquiers et experts comptables, que des professionnels donc, de la création, reprise d'entreprise, et des gens du territoire où vous allez vous installer. Donc on a en fait différents comités. On a 2 sur Caen, 2 dans le Pays d'Auge, 1 à Falaise, 1 à Bayeux, 1 à Vire, 1 à Villers-Bocage. Donc j'en ai peut-être oublié, je ne pense pas. Donc concrètement, voilà, on est présent sur tous les territoires du Calvados et toutes les plateformes de la France entière. On a également cette proximité sur les territoires. Donc ça veut dire que les professionnels qui vont peut-être valider votre projet seront des gens de votre territoire. Donc rapidement, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle est assez connue cette aide, c'est la subvention coup de pouce de la région Normandie qui peut être donc, obtenue dans le cadre du dispositif guichet unique, donc ici je monte ma boîte. Donc c'est une subvention, donc là on n'est plus sur du prêt, donc c'est assez intéressant, hein. Donc une subvention qui peut aller jusqu'à 13 500 € pour un projet de reprise et 8 100 € pour un projet de création. Donc vous avez des critères d'éligibilité très précis. Donc vous ne devez pas dépasser par exemple 54 000 € de plan de financement pour un projet de création d'entreprise, donc hors taxe, et 90 000 € pour un projet de reprise. Donc déjà ça enlève quand même pas mal de projets. Il faut absolument avoir un prêt bancaire associé à cette subvention. La demande doit être réalisée impérativement avant l'immatriculation de votre future entreprise et vous devez être primo-créateur, sauf certains cas particuliers de micro-entrepreneurs qui se développent. Ça, c'est un cas bien spécifique. Si vous êtes micro-entrepreneur et que vous vous développez donc, sur une nouvelle structure juridique dans la même activité, vous pouvez être potentiellement aussi éligible. Donc, subvention qui met un certain temps à arriver. Ça peut être décaissé dans les 6 à 9 mois, donc en fonction des projets, en fonction de la partie un peu administrative de cette demande. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, si vous pensez peut-être y être éligible, n'hésitez pas à nous contacter, chambre de commerce, chambre de métier, Initiative Calvados et bien d'autres. En complément et très rapidement et pour finir, quelques exemples d'aide. Voilà, le but c'est pas de faire un catalogue exhaustif des aides possibles parce que en effet, comme l'a précisé Sandrine, il faut répondre à des critères d'éligibilité bien précis. Mais c'est juste pour dire, voilà, il y a certaines aides qui existent. Donc vous avez l'aide à l'immobilier des entreprises, qui est un dispositif qui est proposé par le département du Calvados en lien avec les intercoms, qui permet de financer notamment les commerces qui vont réaménager leur local. Donc avec un montant plancher d'investissement de 10 000 € et qui permet d'obtenir une subvention de 20% plafonnée à 10 000 €.
Ça, c'est un premier exemple. Autre exemple d'un acteur important sur le financement des entreprises, c'est la région Normandie. À travers son bras armé économique AD Normandie, l'agence de développement de Normandie, qui intervient donc un peu à tous les niveaux, aussi bien, alors pas forcément à la création, enfin si à la création, la région Normandie intervient à travers le coup de pouce que Sandrine a présenté, mais ils interviennent aussi sur la reprise, le développement, l'environnement, donc à travers des outils complets et variés comme l'impulsion développement, l'impulsion environnement, l'impulsion immobilier sur l'immobilier d'entreprise. Et puis il faut savoir aussi qu'ils ont d'autres filiales comme Normandie Participation qui permet d'intervenir sur de la prise de participation. Ils ont créé dans le cadre de la crise Covid un panel d'outils qui a permis de soutenir l'économie locale aussi, donc ils savent s'adapter aussi à la situation. Donc il faut savoir que c'est un acteur qui est très présent en termes d'économie et sur le financement des entreprises. Et puis quelques exemples d'autres financements comme la GFIP, ça c'est pour les personnes en situation de handicap. Le financement participatif, donc on parlait tout à l'heure rapidement de crowdfunding, l'ADI, le prêt d'honneur réseau entreprendre, qui fait du financement mais qui met en avant surtout l'accompagnement des repreneurs, des porteurs de projets. Voilà, là je passe rapidement, le but c'est pas de détailler, mais c'est de savoir que ça existe. Et puis il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner sur le financement, en termes de conseils, en termes de recherche de financement, en termes de montage de dossier. C'est une prestation qui est assurée par la Chambre de commerce, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à nos services. Donc merci de votre écoute, merci Sandrine et merci Initiative Calvados. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Écoutez, bon courage, n'hésitez pas à nous contacter surtout, vous n'êtes pas tout seul, experts comptables, les accompagnateurs, vous avez du monde autour de vous, donc n'hésitez pas à nous appeler et puis on fera un petit point sur votre projet. Oui, merci à tous les deux en tout cas pour la clarté de votre présentation. Je pense que désormais il n'y a plus de secret sur le financement et puis vous savez à quelle porte frapper si vous avez besoin d'être encore aidé sur le sujet. Alors si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker sur YouTube ou à vous abonner au site de la chaîne YouTube de la CCI pour pouvoir avoir connaissance des prochaines vidéos qui peuvent être diffusées. On se retrouve d'ici un quart d'heure pour le dernier atelier de la matinée qui lui sera consacré à la session transmission d'entreprise. Donc voilà, une étape importante après de nombreuses années d'activité et qu'on veut généralement ne pas manquer. Donc on aura Manuel Boulan qui viendra nous en dire un petit peu plus sur ces étapes et pour conseiller à la fois les cédants et ceux qui se positionnent pour pouvoir reprendre une entreprise. Donc on se retrouve d'ici un quart d'heure. À tout de suite. Merci.